Je prends un micro parce que moi j'aime bien marcher un peu, j'aime bien vous voir, en attendant qu'ils me disent que c'est ok. Juste que vous sachiez, hein, j'aime bien vous voir. En même temps, je me suis fait opérer il y a une semaine des yeux, donc je vois pas à 3 mètres. Et s'il y a des barbuchots, vous vous mettez pas à côté de Romain parce que sinon je vais pas, je vais perdre. C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, qui dans la salle ne fait pas de la tech, n'est pas un professionnel de la tech? Monsieur le maire, vous pouvez lever la main. Et c'est la première question, écoutez-moi, quoi. C'est bon, les autres, vous êtes dans la bonne salle, c'est ok. Euh, alors, expliquez-moi pourquoi vous aimez la tech. Allez-y. Je répéterai ce que vous me dites. La création, ouais. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Ok, quoi d'autre? C'est accessible, ok. Pas par tout le monde. Quoi d'autre? Pourquoi vous aimez la tech? Et Loris, là-bas. L'innovation, ouais. Ok. Encore? On est tranquille dans sa petite bulle quand on fait de la tech. Eh ben ouais, c'est avec ça que je vais commencer. Je pense que, et je vais vous parler de l'ignorance, je vais vous parler du fait que moi, en tant que tech leader, quasiment toute ma carrière, j'ai dû faire face à de l'ignorance en face de moi. Des gens qui me disaient il faut aller plus vite, voilà, qui comprennent pas exactement ce qui se passe. Et pourquoi? Déjà parce qu'il y a un choc de culture. Les gens, quand on fait de la tech, on est passionné. La plupart d'entre nous, on est passionné par ça. Alors, posez la question à des personnes. Vous allez voir, hein, je sais pas, service finance, RH. Il y a pas toujours, c'est pas toujours hyper passionnant, quoi. En fait, ils ont des vraies passions à côté. Nous, c'est vraiment quelque chose. Monsieur le maire disait tout à l'heure, bonne journée de travail. Moi, c'est pas une journée de travail en fait. Hein, c'est une journée de. Je suis ravi d'être là. On apprend des trucs et on fait pas ça. On considère pas souvent que c'est un travail. Et c'est ça qui, vous allez voir, ça participe de quelque chose d'important de cette, le fait qu'en face de nous, les gens, ils n'ont pas forcément une passion dans leur travail, et ça va générer un petit peu un conflit. Alors, petit disclaimer, tout ce que je vous raconte, c'est plus un témoignage. Vous voyez, peu importe qui je suis, moi c'est juste, j'ai des cheveux blancs, et donc j'ai juste envie de vous partager des choses que j'ai appris au fil du temps. J'ai pas fait c'est pas basé sur une étude scientifique que j'ai faite, et en plus il n'y a pas de code. Voilà, donc je commence. Le thème cette année c'est mieux développé et il y aura pas de code. Rassurez-vous, il y a plein d'autres confs où il y a du code. Alors, avant de parler de l'ignorance, on va parler de nous. Et je vais essayer de vous donner quelques clés de lecture pour parler de nous. Donc, on va faire un petit test là, et vous allez devoir répondre rapidement. Vous pouvez répondre à haute voix si vous le souhaitez, et vous dites, vous essayez de répondre. D'accord? Vous êtes prêts? C'est bon? Allez, c'est parti. Quelle ligne est la plus longue? Ouais. Ok. Est-ce que les cercles ils bougent? Non? Ok. Il y en a qui les voient bouger ou pas? Ouais, ok, merci. A et B, les colonnes grises, là, est-ce qu'elles sont de la même couleur? Oui? Ok. J'adore. Merci. Les trois bonhommes sont de la même taille? Eh oui. Et vous répondez rapidement. Alors, une raquette et une balle coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Ok. Et s'il faut 5 machines, à 5 machines, 5 minutes pour fabriquer 5 gadgets, combien de temps faut-il à 100 machines pour fabriquer 100 gadgets? 100 minutes ou 5 minutes? Ouais. Alors, bon, les lignes, elles sont de même taille. Vous avez compris, hein. Si j'arrête de faire bouger le centre, oh, voilà, ça bouge plus sur les côtés. Ici, évidemment, c'est la même couleur. Les bonhommes, ils sont de la même taille. Ici, évidemment, si on réfléchit un petit peu, la balle coûte 5 centimes. Et ici, il faut 5 minutes. Ok? Est-ce qu'il y en a qui ont eu tout juste?
Quelques-uns. Monsieur le maire, là, vous aviez tout juste ou pas? Ah, pas la dernière. Bon, ben voilà. Tout cela, c'est parce que il y a des perceptions. Voilà, on a tout le temps l'impression de faire face à de la réalité, et en l'occurrence, il y a beaucoup de perceptions en face de nous. Donc là, le jeu était un petit peu pipé, c'est le cas de le dire. Et je vais essayer de vous donner quelques clés de lecture vis-à-vis de ça. La première clé, c'est que en fait, on est irrationnel. Donc ça, des études l'ont démontré. Daniel Kahneman a écrit un super bouquin qui s'appelle Think Slow, Think Fast, et qui montre qu'on a deux cerveaux en action. On a deux systèmes, on a un cerveau, mais il y a deux systèmes dans notre cerveau. Il y en a un qui va très vite et qui nous demande peu d'énergie en réalité. Et heureusement, parce que sinon on serait en train de tout le temps réfléchir à ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est ce qui nous permet de faire plein de choses quand on conduit, voilà. Et ou conduire de manière automatique, faire tout un tas de choses de manière automatique. Et effectivement, on a la capacité de temps en temps d'activer le système 2, qui est un système qui permet de réfléchir et d'être dans le rationnel. Autre phénomène que j'aime beaucoup, c'est celui de Dunning-Kruger, qui dit que moins on sait, plus on croit savoir. Alors ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que vous regardez cette courbe-là, et puis vous voyez, on commence à peine à être... On est débutant, mais on commence à peine et on est... J'adore le terme montagne de la stupidité, quoi. On est tout là-haut, on s'auto-surévalue. Et puis bon, on avance un peu, on commence à comprendre que finalement, c'est pas si simple. Alors, la désillusion, quoi. Et puis, à un moment donné, petit à petit, si on persiste, on devient un expert. Et ça, c'est très vrai dans la technologie. Nous avons cette capacité-là. Qui d'ailleurs, on va voir qui a été consultant. Ça ressemble à une courbe, là. Il y en a qui reconnaissent cette courbe-là, dans le milieu de la tech, là, dans le milieu de... Non? Comment? La hype, la courbe de la hype, ouais, absolument. C'est qui? Je me rappelle plus si c'est Gartner ou Forrester, un des analystes là qui a cette courbe-là. Et d'ailleurs, voilà, vous prenez n'importe quelle technologie suit aussi cette courbe-là. Hein. Et l'IA, on est tout là-haut là en ce moment. Voilà. Donc il y a ça qui se passe. Il y a Dave Logan dans un bouquin qui s'appelle Tribal Leadership. Il dit voilà, moi il y a 5 états dans lesquels on se trouve. Et alors là, on va faire un petit test. On va voir où vous vous trouvez. Ça va être intéressant. Donc il dit voilà, le premier état c'est life sucks, quoi. C'est ma vie est pourrie, quoi. Deuxième état, non, c'est la vie est pourrie de manière générale. Le deuxième état, c'est ma vie est pourrie. Franchement, c'est l'enfer. J'y arrive pas. Troisième état, c'est moi je suis bon, mais pas les autres. Franchement, ils sont trop nuls, quoi, en face de moi. Quatrième étape, c'est nous sommes bons. Et cinquième étape, c'est life is great. Alors je vais répartir en simplement 3 catégories qui se trouvent dans la 1 et 2. Généralement, ils ont... Ah, super. Merci d'abord. Génial, j'adore. C'est rare, hein. Bravo. Vulnérabilité totale. Qui se trouve dans la 3 de temps en temps, enfin assez souvent, quoi. Voilà. Et qui se trouve dans le au-dessus. We are great. Voilà. Alors déjà, il n'y a pas 100% des personnes qui ont levé la main, donc il y en a, ils dorment. Mais en fait, les statistiques, c'est que quand même, il y a quand même 75% à peu près qui sont à partir de la 3. D'accord ? Donc là, pour ceux qui se rappellent, hein, ceux qui ont répondu beaucoup en haut, réfléchissez à celle-là. Hein, d'après moi, vous êtes, vous êtes en train de mitonner grave, quoi. Donc, assez fréquemment, on est dans cet état qui est... franchement... Moi, je suis bon et les autres pas trop, quoi. Et surtout dans la tech, et on va le voir, hein, en face de nous, on a des gens qui ont des comportements un peu bizarres. Allez, ce que Chris a géré, ça a parlé de cette pensée défensive. Et ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que
Vous voyez ce diagramme-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à un moment donné, je vais avoir des actions qui vont créer des résultats. On peut appeler ça performance. Et à un moment donné, si j'ai un écart par rapport à ce que j'attendais, je vais réagir. Donc vous voyez, c'est la première courbe, je reviens. Et voilà. Bon, ça c'est super, c'est-à-dire que je suis en train de changer dans le système, mais en réalité, vous avez compris, ce qu'on veut essayer souvent de faire, c'est changer les causes profondes. Et donc il faut avoir une réflexion, sinon on change que les symptômes, quoi. Et ça, c'est la deuxième boucle qui permet de revenir et de changer le système lui-même. Et pour ça, il faut réfléchir, il faut accepter. Or, très souvent, on a un mur en face de nous qui fait que, c'est ce qu'on écrit, le cerveau privilégie la protection de l'ego sur l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, je vous le fais, voilà, vous allez voir, c'est assez simple. J'ai une femme qui est fantastique et qui spot tout ce que je fais, mais de manière automatique, et qui me dit « Non, il faudrait changer, quoi. » Et quand elle me le dit, qu'est-ce que je fais? Arrête de m'agresser. Mais t'as tort, c'est pas vrai, je fais pas ça. Et donc, en plus, comme elle est coach en développement personnel, elle s'arrête pas. Et assez rapidement, elle vient me chercher très très profond. Elle me dit non mais je te demande pas de changer juste tes symptômes, mais essaye de revisiter ton cadre de référence. Évidemment, je repousse jusqu'à ce que je laisse passer 1 ou 2 nuits et je sais qu'elle a raison. Donc en fait, je change après, quoi. Voilà. En fait, il y a aussi le modèle d'apprentissage en 4 étapes. Alors, en gros, au départ, j'ai une incompétence, mais c'est pas grave parce que je le sais pas. Voilà. Donc je suis ignorant, mais je le sais pas, c'est ok. Puis je commence à devenir un petit peu conscient de ça. Donc là, vous vous rappelez, je suis super fort. Voilà. Puis finalement, je commence à comprendre que je commence à avoir une compétence, mais c'est pas si simple que ça. Et vous avez vu, c'est assez aligné avec la courbe. Et surtout, j'arrive au dernier niveau où je suis un expert. Et là, il y a un phénomène qui est, puisque je suis un expert, j'oublie que c'est difficile pour les autres. Et en technologie, ça arrive là aussi. Alors, j'aime beaucoup cette citation d'Adam Grant qui dit l'intelligence ne réside pas dans nos convictions, mais dans notre capacité à les questionner et à les faire évoluer. Et c'est véritablement ça dont on va discuter aussi aujourd'hui, parce qu'on va faire le constat quand même que c'est difficile de travailler avec certaines personnes, mais que si on veut quand même y arriver, il va falloir qu'on se re-questionne sur notre manière d'apprendre et de travailler ensemble. Bon, alors cette première partie, si je résume en une seule phrase, c'est assez simple, je suis ignorant et irrationnel. C'est la base, voilà. Alors, ceux qui me disent moi je suis cartésien, ils sont juste ignorants du fait qu'ils sont irrationnels, mais qui sont aussi de temps en temps en capacité d'être cartésiens. Deuxième partie. Je vais vous partager ce qu'on voit dans l'IT. Alors, dans ma presse, de temps en temps je dis tech, de temps en temps je dis IT, c'est la même chose. Donc 5 absurdités qu'on a tous vécues dans l'IT, et je vais vous demander de vous en rappeler et dans votre tête de vous dire sur les 5 combien vous en avez vécu, parce qu'à la fin ça m'intéresse de faire une statistique ici et de vous demander combien vous en avez vécu. Alors la première, c'est vouloir la précision et le contrôle absolu. Donc je suis dev, on vient me demander et combien de temps ça va prendre, fais-moi une estimation. Alors je vais focaliser essentiellement sur les estimations, je vois qu'il y en a que ça les fait marrer. Et donc, alors pour les jeunes, là, j'adore, il y a plein de jeunes, vous allez avoir la tentation de dire, j'en sais rien, 2 jours, et en face on va vous regarder en mode, t'es sûr? Tu peux pas faire moins, quoi, tu vois? Bon, 1 jour en fait. Bon, en réalité, on travaille sur quelque chose, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on arrive à bien estimer tous les jours? Qu'est-ce qu'on est capable de bien estimer tous les jours? Comment? L'heure du repas, ouais. Bon, combien de temps ça vous prend pour aller le matin au travail? Bon. En ce moment... Alors, pour le maire, en ce moment, c'est compliqué, visiblement. Les travaux...
Mais généralement, on arrive à estimer quelque chose quand on l'a fait plusieurs fois dans sa vie. Or, en IT, en tech, c'est rare qu'on refasse 2 fois les mêmes choses. Ça se ressemble, mais voilà. Au bout d'un moment, on est capable d'avoir à peu près dans sa tête des abacs et on peut à peu près estimer des choses. Mais on va se rappeler quand même quelque chose, c'est qu'une estimation, par définition, c'est faux. Et une estimation ne devrait pas être quelque chose qu'on nous oppose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les informations que j'ai, je fais la meilleure estimation possible et c'est OK. Par contre, les comportements qu'on peut avoir en face de nous, c'est « mais tu m'avais dit que… » tu m'avais dit que ça se ferait… Ici, j'adore cette courbe-là parce que c'est deux papiers de l'information, Tom DeMarco, Timothy Lister, qui dans un bouquin qui est assez génial qui s'appelle Waltzing with Bears, donc la valse avec les ours, ont fait une étude. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir des projets et ils disent, voilà, je vais faire des statistiques sur les projets qui se terminent bien. Donc, voilà, 3 catégories. Hein. Le projet qui se termine relativement dans les estimations de départ, les projets qui sont en fort dépassement et les projets qui se terminent jamais. Ça arrive aussi. Et donc ils vont voir un mathématicien qui leur dit bah il vous manque une 4e catégorie. Ils disent bah laquelle ? Ils disent bah c'est les projets qui terminent avant l'estimation. Et en fait non, ça en IT on fait jamais. Donc c'est OK. Et donc ils font une statistique et on tombe sur cette courbe qui est une loi de Poisson, quoi, et qui démontre quelque chose, qui démontre que l'écuyer, alors essayez de rester avec moi, mais c'est assez simple finalement à lire, hein. C'est la probabilité pour que mon estimation ou mon projet arrive dans les temps. Donc il faut regarder en fait l'air, hein, ici, la somme de tout. Et donc à un moment donné, je suis très optimiste. Et puis à un moment donné, j'ai une probabilité qui arrive, j'ai un petit peu de chance, et puis je vais arriver jusqu'au bout, où là, 3 TO, à 3 fois le temps estimé, le temps de la plus proche probabilité que le projet arrive dans les temps, j'ai 100% de probabilité qu'il y arrive. Je fais souvent un truc hein, qui est, ok, vous allez de Perros à, j'en sais rien, à Marseille, je sais pas combien vous avez prévu de temps, mais bon, en 1 heure, c'est pas possible, hein, on est d'accord, en voiture. Bon, à un moment donné, à partir de 5 heures, non, je sais pas combien ça fait. C'est loin, Perros, hein. Je sais pas, à partir de 10 heures, c'est peut-être possible, s'il n'y a pas de travaux. Hein. Et à partir d'un certain moment, on commence à avoir une certaine probabilité. Puis si je dis 10 heures x 3, ça fait 30 heures. En 30 heures, j'y suis, quoi. Voilà, hein, quoi qu'il arrive. Alors, ils se sont aperçus d'un truc, c'est qu'en IT, en moyenne, les estimations se font toujours sur cette ligne rouge là, c'est-à-dire quand on fait une estimation, c'est 10% de probabilité. Donc dans notre métier, notre habitude, c'est de donner une estimation qui est à 10%, c'est-à-dire une chance sur 10. Voilà. Donc ça, on le sait. Hein, on le sait. Autre absurdité. Penser que faire du quick and dirty, c'est rentable. Alors très souvent, on nous dit non, mais vas-y, la qualité, on verra après. T'inquiète pas, on reviendra dessus. Vous avez déjà entendu ce genre de choses. Alors, il y a des fois, on peut aller vite parce qu'on a des enjeux. Par contre, faut pas négocier. C'est-à-dire qu'on sait très bien que faire du quick and dirty, ça va augmenter ce qu'on appelle la dette techno. Steve va vous en parler juste après. Ça va augmenter la dette technologique, et la dette technologique, ça coûte très très cher. Hein. De la dette, ça coûte toujours très cher. Et ça, on le sait. J'aime beaucoup ce graphe de Henrik Nyberg, qui est le gars qui a théorisé le modèle Spotify. Et donc, il a ce graphe, il dit, en fait, de la dette technologique, on en crée tous les jours. Hein. C'est-à-dire que quand on code, on fait un petit bout de dette. À un moment donné, tiens, tu vas en parler probablement ce soir aussi, c'est qu'à un moment donné, le code, je sais pas trop, il est peut-être un petit peu sale au départ. Et à un moment donné, ce que je fais, je refactor et hop, je refais du beau code. Bon, l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. En réalité, ça augmente un petit peu. Et puis, on a des pratiques généralement en DevOps qui font que quand je m'aperçois que ça atteint un niveau un peu haut, je redescends. Alors, ceux qui ne sont pas dans la tech, ils vont comprendre. En fait, c'est le ménage à la maison. Ça, hein. J'en fais un petit peu toutes les semaines. Et à un moment donné, je fais le nettoyage de printemps parce que ça s'est quand même accumulé, quoi. C'est pareil. Dans la tech, c'est pareil, quoi. Par contre, si on fait pas ça, ça continue à monter. Donc ça aussi, on le sait. Et pourtant, on ne nous donne pas toujours les moyens de réduire.
Croire aux solutions miracles. Alors, combien de fois j'ai entendu dire non mais attendez, attends Alain, il suffit qu'on tiens encore la semaine dernière, hein, on me dit bah tiens on va changer le CRM, ça ira mieux quoi. Parce que franchement là ça va plus. Bon, ok. Alors on a des process tout merdiques, hein, on a de la qualité de données, on a des contacts qui sont 10 fois dans la base, mais là on va changer de CRM, ça va aller mieux quoi. Le pire que j'ai vu dans ma vie, c'est à chaque fois que je passe derrière des cabinets de conseil en strat qui se croient malins de donner des conseils sur la partie tech. Et là, c'est la catastrophe. Je me rappelle très bien, derrière, j'étais dans une assurance où il y avait des gens du BCG. Franchement, ils font probablement du très très bon travail. J'ai rien à dire sur la partie strat. Mais alors, dès qu'ils se préoccupent de la tech, les gars, ils savent pas en fait. C'est exactement, ils devraient voir cette presse. Il y a quelqu'un qui avait inventé le système du train. Donc c'était très simple en fait. Il disait chaque développeur, lui, il prend une tâche, quelle que soit en fait l'application. Hein. Vous voyez, donc une application de auto, du moment qu'il est développeur Java, il prend une tâche. Voilà, donc on l'alimente. Et puis tout ça, ça vient dans des petits wagons et le train il part à l'heure. Alors aujourd'hui, ça nous fait un peu rire. À l'époque, c'était pas trop rigolo parce que quand vous passez derrière un cabinet de conseil qui a coûté what 1000 à la boîte et leur dire qu'en fait, ils leur ont raconté quand même des grosses conneries, c'est un petit peu difficile de démonter tout ça. Heureusement, aujourd'hui, on a des bonnes pratiques de DevOps et ça marche. Alors, on fantasme aussi la magie de l'IT. Alors là, on est en plein dedans en ce moment avec la GenAI. Le grand sujet en ce moment, c'est est-ce que grâce à la GenAI, aujourd'hui, j'ai plus besoin de développeurs quoi. Alors on en parlait tout à l'heure avec Pierrick. En l'occurrence, on vit ça depuis des années. Il y a eu toute une vague, tous les 4-5 ans, il y a une vague où on a cet espoir de ne plus avoir besoin de développeurs. Voilà. Et pour le moment, ça se vérifie pas. Et là, on va prédire quand même que ça va pas se faire non plus très rapidement avec la GenAI. Ça va nous augmenter, ça va pas nous remplacer. Et la dernière absurdité, c'est de vouloir tout faire en même temps. Alors, je vous encourage à regarder cette petite vidéo là qui s'appelle Why Limiting Work in Progress Makes Sense. Ça dure 4 minutes. Qu'est-ce qu'il fait le gars ? Il fait passer. Alors, c'est le principe, hein, c'est des voitures qui vont dans un comment on appelle ça, un drive-through. Vous savez, un McDo, quoi, et elle passe, elle reste 20 secondes pour placer la commande, 30 secondes deuxième fenêtre pour payer, la quatrième fenêtre 40 secondes pour recevoir ce qu'ils ont commandé, la commande. Et donc après ils s'amusent à faire passer les voitures, et donc la premier exemple, il dit j'ai une WIP, donc le work in progress, j'ai une WIP de 1, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une voiture qui peut passer à un moment donné, et puis je la fais sortir d'un canal. Et il va jusqu'à 5, quoi. Et donc là, c'est les résultats de ce qu'on va appeler le temps de cycle et le throughput rate, c'est-à-dire le nombre, finalement la capacité du système en fonction du nombre de voitures là-dedans. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand j'ai une WIP de 2, j'ai le meilleur temps de cycle. Mon throughput, il est pas mal, mais il n'est pas au top. Et par contre, quand j'ai une WIP de 3, j'ai le throughput qui est top et cycle time qui a augmenté, quoi. Et par contre, donc c'est bien mieux d'être dans une WIP de 2 à 3 et par contre, c'est pas top pour le 1, 4, 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, c'est démontré scientifiquement, donc là sur un exercice, mais c'est démontré scientifiquement qu'on ne peut pas faire trop de choses en parallèle. Et pourtant, en entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute. Et fréquemment, on vient me dire « Ah non, mais attends, il y a un nouveau projet qui est super important, il faut le faire en plus. » Et on rajoute, et on sait que c'est pas efficace. Voilà. Et cependant, on sait que la science nous démontre qu'il ne faut pas faire ça. Mais on le fait quand même. Alors du coup, moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que je ne suis pas compris, parce qu'on sait tout ça. On sait tout ça et pourtant on continue à le faire. Alors pourquoi on continue à le faire ? Pourquoi l'ignorance persiste ? Parce qu'on n'apprend pas ou peu du passé. J'adore cette phrase de Mark Twain qui dit qu'en fait l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime.
Et j'adore aussi cette phrase de psy qui dit moi en tant que psy je peux pas prédire le futur, par contre je peux prédire que les comportements du passé vont se reproduire. Voilà. Et là on a compris quand même pas mal de choses. Nous en IT, tout ce que je viens de dire là, beaucoup de choses que je viens de dire sur le fait que par exemple Frederick Brooks il a écrit en 75 que rajouter du monde sur un projet en retard ou sur un projet qui va pas bien, ça permet pas d'aller beaucoup plus vite, quoi. Voire même l'inverse. Et pourtant, on le fait quand même. Qui a lu ce bouquin déjà ? Imagine. T'as lu ? Tu l'as pas lu ? Steph, tu l'as lu toi ? Non plus. Ouais, super. Merci Pierrick. Il y en a un. Non, il y en a peut-être d'autres. J'ai pas vu. Je vois pas bien. Mais on apprend peu du passé. Parce qu'on confond complexité et complication. Ça aussi, c'est Henrik Nieberg qui parle de ça. Il dit, qu'est-ce que je dois délivrer ? Est-ce que c'est vraiment clair, ce que je dois délivrer ? Ou, comment je dois délivrer ? Est-ce que c'est plutôt aussi clair, quoi ? Plus ou moins clair. Et en gros, il dit, tout ce qui est clair, je peux prendre un process qui marche, qui est reproductible. C'est le taylorisme, si vous voulez, ce que vous voulez. Là, c'est très très clair. Je sais exactement comment le faire et je sais ce que je dois faire. Alors, le souci, c'est qu'en IT, on est souvent là-haut. Dans l'innovation, dans ce que vous voulez, on est souvent là-haut. Et donc, là-dessus, alors lui, il dit, c'est pour ça que l'agile et, vous savez, les méthodes agiles sont adaptées au contexte complexe. Et très souvent, en fait, on a besoin de cette... Alors, agile, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins, mais cette capacité d'adaptation. Et dans un contexte complexe et un contexte dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes, on doit avoir des capacités d'adaptation. Et donc, essayer de remettre du contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne marche pas, il faut faire l'inverse. Ouais, parce que c'est invisible en fait, ce sur quoi on travaille. Souvent, le code, tout ça, c'est pas très tangible en fait. Et donc les gens en face de nous, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et parce que l'organisation, le mindset tech, il est vraiment incompris, quoi. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est my code doesn't work. I have no idea why. Et my code works. I have no idea why. Ça nous arrive quand même assez fréquemment. Mais moi, je veux pointer du doigt le fait qu'on ne comprenne pas le mindset d'un développeur. D'après vous, c'est quoi le mindset d'un développeur que ça se rapproche le plus de quoi, monsieur le maire, d'après vous ? En fait, c'est assez simple. C'est un gamer. C'est un joueur. Voilà, quand je développe, c'est à peu près, je suis juste payé pour jouer, mais je joue en fait avec mon code. Qui n'a pas rêvé de son code ? Qui, à un moment donné, passe des heures indues sur son code parce que c'est un peu comme si je jouais aux échecs ou si j'étais sur une PlayStation. C'est à peu près la même chose. Du coup, il faut comprendre ça. Et du coup, il y a un truc à ne jamais faire, c'est interrompre un développeur qui code. C'est complètement idiot. Essayez d'arrêter vos enfants de jouer. Vous voyez, à peu près, c'est l'heure de manger. J'ai pas fini. Ben, là, c'est pareil. Parce que lorsque j'interromps un développeur, j'ai le plus grand... je me rapproche du moment où il va introduire du bug dans mon code, quoi. Et donc, il faut comprendre ce mindset-là. Les organisations, c'est pareil. Je vois énormément d'organisations qui sont organisées de la même manière que quand on fait des choses qui sont répétitives. Or, là, on n'est pas sur de la répétition. On est sur de la création, on est sur de l'innovation, et donc on ne va pas s'organiser. Bon, ça, on le sait, team typologie, ça en parle énormément, on sait exactement. Donc tout ça, on le sait. Voilà, tout ça, je résume, chaque section, c'est on n'a pas le même cadre de référence. Voilà, on a un cadre de référence, nous, qui est un cadre de référence du développement, du jeu, de la création, et en face, on a un cadre de référence de la performance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Allez, j'en arrive à comment réagir en tant que tech leader. Alors, il y a la tronçonneuse, il y a le coup de boule, il y a des trucs comme ça. Franchement, il y a d'autres moyens, et je vais vous proposer d'autres.
moi j'ai été imbu de ma personne pendant quelques années. Je travaillais dans une société ensemble où on avait l'habitude de donner des coups de boule. C'est pas non plus la meilleure manière de faire. Et vous allez voir. La première, c'est la transparence et la vulnérabilité. Vous avez le droit de dire, franchement, ton estimation, bah je sais pas. J'ai pas beaucoup d'éléments là. Par contre, donc je vais te donner une fourchette. Alors, c'est pour ça qu'il y a la fourchette. Je vais vous donner une fourchette plutôt que vous donner un chiffre. Parce que dès que vous donnez un chiffre, attention, il y a le biais d'ancrage qui est bien connu, qui fait que la personne, elle va le croire, quoi. Donc, une estimation, vous arrivez avec une fourchette qui vous semble acceptable et vous allez dire, quand j'en saurai un tout petit peu plus, je vais réduire ma fourchette. Moi, ça m'est arrivé de proposer dans un comité de direction dernièrement, enfin il y a un an et demi, sur un projet, on avait très très peu de compréhension et pourtant ils voulaient absolument une estimation. Et je leur dis, ça se fera entre 250 000 et 750 000 euros. Et donc on m'a regardé en mode, ça fait beaucoup quoi, hein, monsieur le maire, hein, ça fait quand même une grosse marge. Et je disais, ok, mais en fait il y a tellement de variables là, il y a tellement de manières dont on peut faire d'une manière ou d'une autre, comme on ne sait pas à ce stade. Moi, à ce stade, ce que je peux vous dire, c'est que la probabilité, elle est quand même assez grande. Et quand vous faites ça, la personne en face de vous, elle dit pas, mais franchement, t'es débile. Elle dit, ah ok. Et comment on peut faire? D'accord? Par contre, si je dis 500 000, ça ira au milieu. Là, la personne, ça y est, elle a ancré que c'est 500 000. Si je reviens une semaine ou un mois plus tard en disant non, mais en fait c'était 600 000, là c'est le drame, quoi. D'accord? Donc donnez des fourchettes, et dites que vous savez pas. Le deuxième, c'est essayer de partager la bonne parole, essayer de partager tout ce qui est déjà. Alors à la fin du talk, là, j'ai une série de bouquins pour vous. Donc essayez de faire. Moi, le meilleur moyen pour faire de la transformation, pour faire en sorte que les gens comprennent ça, c'est de faire des book clubs en entreprise. Donc je prends un comité de direction et je lui dis, venez, on va lire tel bouquin. Et c'est le bon moyen d'échanger. En plus, il y a un côté sympa là-dedans et ça marche assez bien. Peut-être que ça marche pas de partout. Et se sentir co-responsable radicalement. Alors ça, c'est les deux mots qui m'intéressent, c'est co-responsable bien sûr et surtout radicalement, quoi. C'est-à-dire, je me sens et je veux travailler avec les autres. Et il faut que ce soit radical. C'est-à-dire, je suis pas là contre toi, mais franchement, là, viens, on est dans le même bateau. Venez, on fait les choses ensemble. Alors pour ça, on avait ce concept, toujours pareil quand on était chez Octo. En fait, on arrivait fréquemment à des moments où on est en conflit, quoi. C'est-à-dire que la personne me dit, ouais, t'es gentil, Alain, le co-responsable radical. Là, voilà. Et c'est ce qu'on appelait modèle contre modèle. Hein, c'est moi je pense à ça, toi tu penses à ça, et on n'y arrivait pas, quoi. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, on va faire de l'aïkido, quoi. Donc, viens, hop, je te prends. En plus, c'est pas violent, l'aïkido. Et donc, je vais utiliser la force de l'autre. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, viens, on fait un petit pas. Ok, d'accord. Moi, je pense que l'archi qu'il faut sur ce truc-là, c'est celle-ci. Toi, tu penses que c'en est une autre, ou la manière de faire, c'est pas la même. Viens, on fait un test, quoi. On fait un test, un petit, quoi, ensemble. On fait, une itération, on regarde ce que ça donne et tout ça. Et ça, c'est plutôt malin parce que généralement, ça permet d'embarquer la personne avec soi et de regarder à nouveau de faire ensemble. Bon, vous avez compris, hein. Je vais faire avec. Et donc, j'ai une intention à la fin. C'est-à-dire que j'ai compris que plein de choses, là, je comprends que la personne en face de moi, elle sait pas nécessairement, mais mon intention à moi, maintenant, elle change. C'est pas je peux faire avec, je dois faire avec, non, c'est je vais faire avec. D'accord? Et donc, voilà. J'en arrive à la conclusion de mon talk. La première des choses, c'est reconnaître, hein, reconnaître que je suis ignorant, voilà. Et j'aime beaucoup ça parce que reconnaître, c'est vous avez le co, hein, à l'intérieur de, voilà, vous isolez le co, ça fait renaître ensemble puisque co. Et donc cette altérité-là, cette rencontre-là, le fait que l'autre a probablement des choses intéressantes à me raconter, l'autre a peut-être pas toutes les informations dont il devrait avoir, elle est
intéressante et c'est une opportunité pour grandir ensemble. Alors, finalement, je mets tout ensemble. Hein. Je suis ignorant et irrationnel. En plus, je suis agacé parce que je n'ai pas compris. Hein, pourtant, on a tout ce qu'il faut. Je comprends que c'est parce qu'on n'a aussi pas le même cadre de référence et du coup, je vais faire avec. Voilà. Si tu veux creuser, il y a plein de bouquins. Il y en a qui a lu plus de 3 bouquins là? Non. Steph? Même pas? Team Topology, c'est quand même. The Goal, tu as lu le but? Pas plus de 3. Ah, 3. Et alors, si vous voulez vraiment essayer d'essaimer, les 2 qu'il faut vraiment partager avec votre codir, c'est ceux-là, de mon point de vue. C'est The Phoenix Project, qui, alors pour ceux qui ont déjà lu The Goal, qui est en bas, là, d'Eliaou Goldratt, qui finalement c'est un roman sur comment un patron d'usine est en train de changer et en train de mettre du lean management dans son usine pour faire en sorte que ça se passe. Ben, c'est la même chose, c'est à peu près la même histoire, mais dans le contexte... hop, je vois des gens qui font des photos. Dans le contexte de l'IT, donc super intéressant, The Phoenix Project. Et le bouquin qui vient au-delà de ça démontrer... Alors celui-là, il est vraiment quand même, c'est une référence, Accelerate. Pourquoi? Parce qu'il explique que toutes les pratiques qu'on connaît aujourd'hui de DevOps, de software craftsmanship, de lean management, d'agilité, tout ce que mes collègues vont vous partager par ailleurs, ben, elles ont un impact business. Et c'est une étude, c'est pas juste une conviction. Et donc ils ont fait une étude pour démontrer que ça a un impact ou pas sur le business. C'est en gros, si vous mettez en place toutes ces pratiques-là, qui sont expliquées, eh ben, y a de fortes chances que votre business soit plus performant. J'en ai terminé pour mon talk. Merci beaucoup. Je t'avoue, j'ai pas regardé l'heure, donc je sais pas. T'as 5 minutes pour les questions-réponses si tu veux interagir avec la salle. Volontiers. Alors, s'il vous plaît, ceux d'en haut, ne posez pas de questions, je vous vois pas. Qui a des questions? Allô. Ouais. J'engage avec une question hyper polémique et volontairement très polémique. J'adore. On parle de 10X developers, etc. On est là en train de nous expliquer que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est pareil. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que j'ai le sentiment, en regardant ta conf, que tu nous expliques qu'un développeur voit un autre développeur, que si on travaille tous ensemble, tout va très bien se passer, et que de toute façon, si on met un tel ou un tel sur le projet, ça va se passer de la même façon. Ah non. Alors, je pense que tu fais référence à 10X, au fait que d'un développeur à l'autre, il peut y avoir une différence de 10. Oui. Mais ça, c'est une réalité. Hein. Entre un médiocre et un bon, il peut y avoir même l'infini, quoi, tu vois. Non, ça c'est évident que il y a des disparités. Et d'ailleurs, ça c'est, j'aurais pu en parler dans les estimations, mais c'est exactement ce qui fait qu'on a cette absurdité. Très souvent en IT, et c'est de moins en moins le cas, mais la valeur, l'unité de valeur d'un projet, c'est le jour homme, ce qui est une valeur absolument complètement con. Parce qu'entre 2 développeurs, il peut y avoir 10 fois la productivité. Donc il faut refuser de faire ça. La seule chose à faire, c'est se donner une idée et puis avoir une méthode qui permet très rapidement de savoir quelle est la capacité, la vélocité de mon équipe et de dire, bon, ça rentre ou ça rentre pas. Mais la vélocité, on l'observe, on la décrète pas, quoi. Voilà. Donc non, je suis complètement d'accord avec toi. Désolé si j'ai donné cette impression. Ouais, ok. Il n'y a plus de questions? Est-ce qu'il y a des questions encore? Ah, une. Non, si. C'est quoi la question? Merci. Merci pour la conférence. Je trouvais très instructif. J'avais une question. En fait, j'ai l'impression que la conférence, ça s'adressait plus aux managers qu'aux développeurs. Parce que nous, comment on fait à notre échelle de développeurs pour avoir des leviers d'action sur justement les décisions qui peuvent être prises dans des projets qui souvent sont pour des raisons économiques et pas forcément pour
le plaisir de coder pour le développeur? Ouais, c'est une super question et en réalité c'est une question que je me suis posée avant et ma réponse c'est que en tant que développeur tu as une responsabilité, c'est-à-dire que tout ça tu peux faire avec, tu peux appliquer. Tu peux voir ton manager en disant bah écoute franchement là les estimations, enfin ce que tu nous proposes, moi j'y crois pas et au contraire, enfin moi par exemple je rêve de travailler avec des développeurs qui me disent qui viennent confronter les idées que l'on peut avoir, les estimations. D'abord tu devrais participer largement dans le fait de faire des estimations parce que si c'est pas le cas demande à le faire. Tu as un rôle, tu as une responsabilité là-dedans. De dire non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. En fait, il y a de la dette technologique. Enfin, voilà. Donc ma réponse c'est bien au contraire, tu fais partie du système et en tant que partie prenante du système, tu as tout à fait la responsabilité d'agir.